Bonjour à toutes et à tous, avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Si vous avez été en France, vous avez peut-être déjà mangé un petit déjeuner classique à la française. Un jus de fruits frais comme un jus d'orange, une boisson chaude comme un café ou un thé, du pain avec du beurre et de la confiture, ou encore des pains au chocolat ou des croissants. Le croissant, comme vous savez, c'est un des grands symboles de la gastronomie française ou même de la culture française. Quand on pense à la France, on pense souvent à la Tour Eiffel, au drapeau bleu-blanc-rouge, à la célèbre baguette, au fromage et au croissant. Mais est-ce que vous savez qu'à l'origine, le croissant n'est pas français? Dans quelques instants, vous allez découvrir quelle est la véritable origine du croissant et plein d'autres faits surprenants sur la France. Surprenant, ça vient de surprise, donc qui crée la surprise. Donc dans quelques instants, vous allez découvrir quelle est la véritable origine du croissant et plein d'autres faits surprenants sur la France. Numéro 1. La France est le plus grand pays de l'Union européenne. L'Union européenne est actuellement composée de 27 pays et parmi ces 27 pays, la France est le pays qui a la plus grande superficie. Attention, actuellement, contrairement à l'anglais actually, actuellement en français ça veut dire en ce moment. Donc l'Union européenne est actuellement composée de 27 pays et parmi ces 27 pays, la France est le pays qui a la plus grande superficie. Après la France, en deuxième place, on a l'Espagne, puis en troisième place, la Suède. Et est-ce que vous savez quel est le pays qui occupe la dernière place? Donc, quel est le plus petit pays de l'Union européenne? Le pays qui occupe la dernière place, le plus petit pays de l'Union européenne, c'est Malte. Malte, c'est ce tout petit pays qui est situé au sud de l'Italie, au sud de la Sicile plus exactement. Donc la France est le plus grand pays de l'Union européenne. Sur le plan économique, la France est aussi très haut placée. C'est la deuxième plus grande puissance économique dans l'Union européenne après l'Allemagne. Et mondialement, la France est la 7e plus grande puissance économique. 7e, ça vient du chiffre 7. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la 5e, la 6e et la 7e. Donc mondialement, la France est la 7e plus grande puissance économique. Alors, deuxième fait surprenant sur la France. Le denim est né en France. Le denim et le jean, ce sont depuis longtemps des symboles de la culture américaine. On a l'image des cow-boys dans les films qui portent des jeans ou encore de Marlon Brando ou James Dean dans des grands classiques du cinéma américain. Vous voyez, en français on dit les cow-boys. Par exemple, Clint Eastwood, il a joué beaucoup de rôles de cow-boy dans sa carrière. Si vous prononcez correctement et que vous dites cowboy, il y a des chances qu'on ne vous comprenne pas. Et donc, je répète, on a l'image des cow-boys dans les films qui portent des jeans ou encore de Marlon Brando ou James Dean dans des grands classiques du cinéma américain. Mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, l'histoire du jean et du denim ne commence pas aux États-Unis, mais en Europe. Au XVIe siècle, le siècle c'est century, au XVIe siècle, le jean est utilisé par les marins de la ville de Gênes en Italie. Ce tissu, le tissu c'est fabric, ce tissu était idéal pour les marins parce qu'il était très solide et résistant. Les marins de Gênes l'utilisaient pour fabriquer leurs pantalons et pour fabriquer des voiles. C'est quoi des voiles? Au singulier, une voile. Une voile, c'est ce tissu qui permet à un bateau d'avancer avec le vent. En anglais, sail. Et donc les marins génois de la ville de Gênes, donc en Italie, utilisaient ce tissu pour fabriquer leurs voiles et leurs pantalons. Le mot jean fait donc référence à la ville de Gênes.
Et vous connaissez le terme blue jeans? Eh bien, ce terme vient de la couleur Blue di Genova. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous parlais du denim au début et je vous disais qu'il était né en France? En fait, le jean de Gênes, en Italie, avait tellement de succès que des Français ont essayé de fabriquer leur propre jean. Et ces Français, ils venaient de la ville de Nîmes. Nîmes, c'est une ville qui est dans le sud de la France, pas très loin de Marseille. Donc le denim vient de la ville de Nîmes. De Nîmes, des Nîmes. Vous comprenez donc l'origine de ce mot. Et donc, le jean est né à Gênes, en Italie, et le denim, qui a une composition différente du jean, est né à Nîmes, en France. Mais alors, comment est-ce que le jean et le denim sont devenus des symboles des États-Unis, alors qu'à l'origine, ces tissus viennent d'Europe? Eh bien, au milieu du XIXe siècle, un monsieur du nom de Levi Strauss quitte l'Allemagne pour les États-Unis. Il s'installe à San Francisco et il ouvre son business, Levi Strauss & Company, où il produit le fameux tissu européen, le denim. Pendant longtemps, le pantalon en jean ou en denim était un pantalon de travail. Il était porté par les ouvriers. Les ouvriers ou les ouvrières, ce sont les personnes qui travaillent dans les usines, une usine, a factory. Et donc, il était porté par les ouvriers, par les miniers, les personnes qui travaillent dans les mines, et par les fermiers. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de plus en plus d'ouvriers portaient des pantalons en jean, et à la fin de la guerre, beaucoup de personnes continuaient de porter des pantalons en jean. En fait, le jean était devenu un symbole de rébellion. Un symbole de rébellion contre la société conventionnelle. Le jean était porté par les artistes de la Beat Generation, comme Jacques Kerouac, par Elvis Presley aussi, comme dans le clip Jailhouse Rock, ou encore par la communauté hippie. Numéro 3. La tour Eiffel était censée être démantelée. Est-ce que vous comprenez cette expression, être censé? Être censé, c'est dans le sens de être supposé. Par exemple, il était censé arriver à 10h, mais il n'est toujours pas là. Un autre exemple, j'étais censé travailler aujourd'hui, mais j'étais malade, donc je suis resté à la maison. Et un dernier exemple, c'est censé être le meilleur restaurant de la ville. Donc vous comprenez, en anglais on dirait it's supposed to. He or she is supposed to. Et donc, à l'origine, la tour Eiffel était censée être démantelée. Comme je vous disais au début de l'épisode, quand on pense à la France, on pense au drapeau bleu, blanc, rouge, à la baguette, au fromage, au croissant et bien sûr on pense à la tour Eiffel. La tour Eiffel, c'est un des monuments les plus visités au monde. Des millions de touristes viennent la visiter chaque année. Donc c'est difficile d'imaginer qu'à l'origine, ce monument iconique de la culture française était censé être démantelé. Comment ça s'explique? Alors, pour la petite histoire, la tour Eiffel a été construite par l'ingénieur Gustave Eiffel et ses collaborateurs, d'où le nom de tour Eiffel. D'où le nom. Alors d'où c'est D'-O-U avec un accent et c'est dans le sens de hence, donc un peu par conséquent. Je répète, pour la petite histoire, la tour Eiffel a été construite par l'ingénieur Gustave Eiffel et ses collaborateurs, d'où le nom de tour Eiffel. La construction a duré plus de 2 ans et en fait cette tour elle a été construite pour l'exposition universelle de 1889 qui était à Paris. Cette année-là, l'exposition universelle célébrait les 100 ans de la révolution industrielle. Et ainsi, la tour Eiffel était censée être construite spécialement pour cet événement et démantelée 20 ans plus tard. Mais Gustave Eiffel voulait absolument sauver sa tour et il a finalement eu une idée. Proposer de transformer cette tour en une antenne de radio géante. Et cette fonction de la tour Eiffel a été très pratique pendant la Première Guerre mondiale. La structure métallique géante a servi à transmettre des signaux radio et à capter des messages des Allemands et donc à éviter certaines attaques. Des signaux, c'est le pluriel de signal.
et éviter c'est to avoid. Je répète, la structure métallique géante a servi à transmettre des signaux radio et à capter des messages des Allemands et donc à éviter certaines attaques. Numéro 4. La France est le pays le plus visité au monde. Chaque année, il y a un nouveau classement des pays les plus visités au monde et depuis plusieurs années, la France occupe la première place du classement. Et cette année, encore une fois, la France occupe la première place. Un classement, ça vient du verbe classer. C'est quand on classe des choses dans un certain ordre. Par exemple, le classement des pays les plus visités au monde, le classement de mes films préférés, le classement des meilleurs restaurants au monde, etc. Et donc la France occupe la première place du classement des pays les plus visités au monde. La France a toujours autant de succès à l'international. En deuxième place de ce classement, on a l'Espagne et en troisième place, on a les États-Unis. Bien sûr, les touristes qui viennent en France viennent surtout à Paris. Personnellement, j'habite en région parisienne et c'est vrai qu'on croise énormément de touristes. Les touristes qui viennent à Paris, ils viennent souvent visiter la Tour Eiffel, bien sûr, la cathédrale Notre-Dame, Montmartre et les nombreux musées parisiens comme le musée du Louvre. Ce qui m'amène à notre fait numéro 5 sur la France. Le musée du Louvre est le musée le plus visité au monde. Chaque année, des millions de touristes viennent voir les nombreuses œuvres d'art exposées au Louvre. Une œuvre d'art, c'est le résultat d'un travail artistique. Par exemple, un tableau, c'est une œuvre d'art. Une sculpture, c'est une œuvre d'art, etc. Je répète, chaque année, des millions de touristes viennent voir les nombreuses œuvres d'art exposées au Louvre. La célèbre pyramide de verre, la Vénus de Milo, ou encore le tableau de Léonard de Vinci, la Joconde, également connu sous le nom de le portrait de Mona Lisa. D'ailleurs, petite anecdote à ce sujet, est-ce que vous savez pourquoi la Joconde est en France ? C'est vrai, on pourrait se demander pourquoi cette peinture de l'Antiquité, peinte par un artiste italien, est exposée en France et pas en Italie. En fait, ce sujet fait régulièrement polémique. Encore récemment, en 2024, des associations en Italie demandent régulièrement à la France de lui rendre, to give back, de lui rendre la Joconde, probablement le tableau le plus connu du monde. Mais la France refuse et considère que le tableau de la Joconde lui appartient. En fait, quelques années après avoir peint la Joconde, Léonard de Vinci est parti s'installer en France. Il avait été invité par le roi de France, François Ier. Et il est arrivé en France avec plusieurs tableaux, dont le tableau de la Joconde. Par la suite, François Ier a d'une certaine manière acheté la Joconde et le tableau a intégré la collection du roi. Voilà, c'est pour ça que la Joconde a fini en France, plus précisément dans le musée du Louvre. Et si vous êtes curieuse ou curieux, après le musée du Louvre, en deuxième place du classement des musées les plus visités au monde, on a l'ensemble des musées du Vatican et en troisième place, le British Museum à Londres. Numéro 6. Le bikini a été inventé en France. Alors déjà, c'est quoi la différence entre un bikini et un maillot de bain classique ? Un maillot de bain, c'est ce vêtement qu'on porte pour aller dans l'eau. C'est composé du mot maillot. Le mot maillot, ça peut désigner un vêtement de sport, comme un maillot de foot, un maillot de basket, ou un vêtement qu'on met directement sur la peau, sous un pull, sous un sweat par exemple. En anglais, on dit a jersey. Mais ici, on parle du maillot qu'on met pour aller à la piscine ou à la mer. Et donc, maillot de bain, le bain c'est the bath. Un maillot de bain, c'est a bathing suit ou a swimming suit. Pour les femmes, on parle de maillot de bain une pièce ou de maillot de bain 2 pièces. Mais donc, quelle est la différence entre un maillot de bain 2 pièces et un bikini ?
En fait, le bikini, il ne couvre pas le ventre. Le ventre, the belly. Quand on porte un bikini, on montre son ventre et son nombril. Le nombril, c'est ce qu'on a au centre du ventre, the belly button. Et vous allez voir que l'histoire du bikini est beaucoup plus fascinante qu'on pourrait l'imaginer. En fait, déjà pendant l'Antiquité, les femmes portaient des sortes de bikinis. Mais c'était uniquement pour faire du sport, pas pour se baigner, pas pour aller dans l'eau. Pendant le XIXe siècle, il y a eu de plus en plus de stations balnéaires, beach resorts, des stations balnéaires. Donc pendant le XIXe siècle, il y a eu de plus en plus de stations balnéaires en France. Ces stations balnéaires, elles ont eu beaucoup de succès. Les Françaises et les Français aimaient beaucoup aller à la plage, mais à cette époque, on se baignait avec des vêtements qui couvraient une grande partie du corps. Bien sûr, ce n'était pas acceptable à l'époque de trop montrer son corps, mais aussi on ne voulait pas bronzer. Bronzer, c'est quand la couleur de la peau change avec le soleil. Bronzer. Pour l'aristocratie, c'était très important de garder la peau bien blanche et de ne pas être assimilé aux personnes qui travaillaient dans les champs, in the fields, les personnes qui travaillaient dans les champs. Les femmes, par exemple, se baignaient avec des longues robes. On appelait ça les costumes de bain. Avec le temps, ce costume de bain est devenu de plus en plus petit. Bien sûr, cette tendance s'est accompagnée de beaucoup de polémiques. Des années plus tard, en 1946, le bikini est inventé par un Français. Et là, la grosse différence, c'est qu'on voit le ventre et surtout le nombril. Mais ce nouveau maillot de bain choquait beaucoup. Aujourd'hui, on ne choque personne quand on porte un bikini, mais à l'époque, le bikini était considéré comme vulgaire et obscène. Ce nouveau maillot de bain choque tellement qu'il est interdit en Italie, en Belgique, en Espagne ou sur certaines plages en France. La police distribue même des contraventions à certaines femmes qui portent des bikinis. Mais progressivement, le bikini va gagner en succès et devenir de plus en plus mainstream. Les stars de l'époque, comme Brigitte Bardot ou Nancy Sinatra, puis Marilyn Monroe ou Ursula Andress dans James Bond, apparaissent en bikini à l'image, et à partir des années 70, le nouveau maillot de bain connaît un véritable boom. Et c'est exactement ce que voulait son créateur, faire un véritable boom. Le créateur du bikini avait en fait choisi ce mot « bikini » en s'inspirant des tests de la bombe atomique exécutés par les Américains sur l'île de Bikini dans les îles Marshall. Et voilà, son bikini a bien fait l'effet d'une bombe. Faire l'effet d'une bombe, c'est une expression en français, c'est dans le sens de créer la surprise, créer le scandale, choquer. Donc en effet, on peut dire que le bikini a fait l'effet d'une bombe. C'est toujours intéressant, je trouve, de voir que des choses qui choquaient à l'époque sont considérées comme normales aujourd'hui et inversement. Numéro 7. Le français est la langue officielle de 29 pays dans le monde. Pour vous qui apprenez la langue française, cette information est particulièrement intéressante. Quand on parle français, on peut parler avec des populations de plein de pays différents. Et donc, quels sont ces 29 pays ? Bon, je ne vais pas tous les citer, mais je vous donne quelques exemples. En Europe, on a la France, bien sûr, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg ou Monaco. Dans le continent d'Amérique du Nord, on a le Canada, plus précisément la province du Québec. Par exemple, Céline Dion, elle est québécoise. Elle a beaucoup de chansons en anglais, mais sa langue maternelle, c'est le français. Vous comprenez c'est quoi la langue maternelle ? La langue maternelle, c'est la première langue qu'on parle quand on est enfant. Et Céline Dion, sa langue maternelle, c'est le français. Ensuite, la langue française est une langue officielle dans beaucoup de pays africains. D'ailleurs, le continent où il y a le plus de francophones, ce n'est pas l'Europe, mais l'Afrique. Une personne francophone, c'est une personne qui parle le français.
Par exemple, moi, je suis francophone et Céline Dion, elle est aussi francophone. Et donc, en Afrique, il y a énormément de francophones et la langue française est une langue officielle dans beaucoup de pays africains comme la RDC, la République démocratique du Congo, le Cameroun, le Sénégal, le Mali, le Rwanda, etc. Comme vous savez sûrement, il y a énormément de francophones en Afrique parce qu'à partir du XVIe siècle, l'Empire français avait beaucoup de colonies en Afrique. L'Empire français avait également colonisé des îles comme Madagascar, Haïti ou les Seychelles, où la langue française est aussi une langue officielle aujourd'hui. Mais le français est également parlé dans beaucoup d'autres pays dans le monde, sans être une langue officielle. C'est le cas dans les pays du Maghreb, donc en Algérie, au Maroc et en Tunisie, où une bonne partie de la population parle français. Et c'est également le cas au Liban. Numéro 8. La France a reçu le plus grand nombre de prix Nobel de littérature dans le monde. Depuis 1901, le prix Nobel récompense, donc to reward, le prix Nobel récompense des personnes qui sont bénéfiques à l'humanité par leur invention ou leur découverte. Il y a par exemple le prix Nobel de physique, le prix Nobel de chimie ou le prix Nobel de la paix, Peace, prix Nobel de la paix. Et de manière assez ironique, on peut dire, ce prix Nobel a été inventé par Alfred Nobel, qui était un fabricant d'armes et qui est connu pour être l'inventeur de la dynamite. Bien sûr, il y a aussi le prix Nobel de littérature qui récompense tous les ans un écrivain ou une écrivaine, donc une personne qui écrit des livres. Et comme je disais, c'est la France qui a reçu le plus grand nombre de prix Nobel de littérature dans le monde. Il y a des grands auteurs comme Anatole France ou Albert Camus qui ont reçu ce prix Nobel de littérature, et plus récemment, en 2022, c'est la grande écrivaine française Annie Ernaux qui a reçu le prix Nobel. Quand elle a reçu son prix, Annie Ernaux, elle avait 82 ans. Et c'est la première femme française qui a été récompensée par un prix Nobel. Un autre grand écrivain français qui a été récompensé par ce prix, c'est Jean-Paul Sartre. Est-ce que vous connaissez Jean-Paul Sartre ? Jean-Paul Sartre, qu'on appelle plus simplement Sartre, il a écrit des grandes œuvres littéraires comme La nausée, Le mur ou L'être et le néant pour lequel il a reçu le prix Nobel. Vous voyez, on retrouve le mot une œuvre. Tout à l'heure, je vous parlais d'œuvres d'art, mais on peut aussi parler d'œuvres pour un livre, pour un roman, et à ce moment-là, on parle d'œuvres littéraires. Je répète, Sartre, il a écrit des grandes œuvres littéraires comme La nausée, Le mur ou L'être et le néant pour lequel il a reçu le prix Nobel. Mais Sartre a refusé ce prix. Pourquoi est-ce que Sartre a refusé un prix aussi prestigieux que le prix Nobel ? Sartre, il avait déjà refusé d'autres récompenses prestigieuses dans le passé, comme la Légion d'honneur. Par principe, il refusait toutes ces récompenses. Dans une lettre, il a expliqué « Ce n'est pas la même chose si je signe Jean-Paul Sartre ou si je signe Jean-Paul Sartre, prix Nobel ». On comprend par là que Sartre veut garder son indépendance en tant qu'écrivain. Il explique dans la suite de sa lettre que l'écrivain doit refuser de se laisser transformer en institution. Sartre, il était connu pour être un écrivain très engagé et qui s'opposait à la classe dirigeante. La classe dirigeante, c'est la classe qui dirige, the ruling class. Il explique dans la suite de sa lettre que quand un écrivain ou une écrivaine écrit contre la classe dirigeante, à un moment, celle-ci donne des honneurs comme le prix Nobel, de l'argent ou autre. On comprend bien que l'idée exprimée par Sartre dans sa lettre, c'est que la classe dirigeante essaye d'acheter, d'une certaine manière, ses opposants pour qu'ils arrêtent d'écrire contre elle. À l'époque, ce refus du prix Nobel avait fait scandale, ce que Sartre n'avait pas voulu parce que lui, il avait tout simplement fait ce choix pour suivre ses principes.
Numéro 9. La France possède environ 45 000 châteaux. Parmi les châteaux les plus célèbres de France, il y a bien sûr le château de Versailles. Le château de Versailles, c'est un château qui est immense. Mais dans l'ensemble de la France, il y a également énormément de petits châteaux. C'est comme ça qu'on arrive à ce chiffre impressionnant de 45 000. Le chiffre, c'est a figure, et 45 000, 45 000. Je répète, dans l'ensemble de la France, il y a également énormément de petits châteaux, et c'est comme ça qu'on arrive à ce chiffre impressionnant de 45 000. Alors, parmi ces châteaux, il y a des châteaux qui font officiellement partie du patrimoine français et qu'on peut généralement visiter, et il y a également des châteaux privés. On trouve des châteaux de plein d'époques différentes, du Moyen-Âge ou de la Renaissance par exemple, et on trouve beaucoup de châteaux dans une région en particulier, la Dordogne. La Dordogne, c'est une très belle région qui est située dans le sud-ouest de la France. D'ailleurs, la Dordogne, elle est surnommée le pays des 1001 châteaux. 1001, donc 1001. Le pays des 1001 châteaux. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a 45 000 châteaux en France ? Comment c'est possible ? Alors, il y a plusieurs raisons. Une des raisons principales, c'est que pendant le Moyen-Âge, on construisait des châteaux pour se protéger pendant les guerres et les conflits. Mais une autre raison, c'est tout simplement qu'on construisait des châteaux pour le prestige. Un château, c'était un symbole de puissance. Les rois de France voulaient tous avoir leur beau château. Il y a aussi une autre raison qui explique pourquoi, encore aujourd'hui, il y a autant de châteaux en France. C'est que la France, depuis des années, elle fait beaucoup d'efforts pour conserver son patrimoine historique. Et enfin, numéro 10. Le croissant n'est pas français à l'origine. Comme je vous disais au début de l'épisode, quand on pense à la France, on pense à différentes choses et notamment on pense au célèbre croissant. Mais grosse trahison, le croissant n'est pas français à l'origine. Le croissant, comme on le connaît aujourd'hui, il est né en France dans les années 1920, mais son ancêtre est né bien avant, au XVIIe siècle, en Autriche. L'Autriche, c'est ce pays qui est en Europe centrale, sous l'Allemagne et à côté de la Hongrie. Et sa capitale, c'est Vienne. En Autriche, il y a de très bonnes pâtisseries. Personnellement, un des meilleurs gâteaux que j'ai mangé dans ma vie, c'était un gâteau autrichien qui s'appelle la Sachertorte. C'est un gâteau au chocolat qui est extraordinaire. Mais bien avant la Sachertorte, il y a eu en Autriche la création d'une sorte de petit pain en forme de lune, le Kipferl. Si vous voyez des photos du Kipferl, vous verrez tout de suite la ressemblance avec notre croissant français. En fait, au XIXe siècle, des Autrichiens ont ouvert une boulangerie où ils vendaient ces petits Kipferl. Et ça a inspiré d'autres boulangers français qui ont tenté de les imiter. Avec le temps, la recette a beaucoup évolué et progressivement, on est arrivé à notre croissant français tel qu'on le mange aujourd'hui. Et la boulangerie ouverte par ces Autrichiens qui ont amené le Kipferl en France s'appelait la boulangerie viennoise, donc de la capitale d'Autriche, Vienne. C'est pour ça que, encore aujourd'hui, quand on parle des croissants ou des pains au chocolat, on dit que ce sont des viennoiseries. Dans toutes les boulangeries de France, vous pouvez acheter des viennoiseries. Ce qui fait la spécificité de ces viennoiseries, c'est qu'elles sont faites de pâte feuilletée. Vous voyez la texture des pains au chocolat ou des croissants ? Eh bien, c'est en fait la texture de cette pâte feuilletée. Ça fait comme des feuilles. En anglais, puff pastry. Généralement, un boulanger ou une boulangère fabrique du pain et des viennoiseries, et un chef pâtissier ou une chef pâtissière fabrique des pâtisseries comme des gâteaux ou des macarons. Voilà, on a fini notre petite liste des 10 faits surprenants sur la France. J'espère que vous avez appris plein de choses et si vous aimez mon travail et que vous voulez m'aider à faire d'autres épisodes, vous pouvez me soutenir sur Patreon. Je mets le lien dans la description de l'épisode et dans la transcription. Et je vous dis donc à la prochaine. Ciao ciao.